Donc, je vais donner la parole à Emmanuel Baudin, qui va nous parler de conseils ou des personnes ressources donc, quand on développe un projet. Oui, bonjour tout le monde. Je suis Emmanuelle Baudin, je me trouve dans le Jura, donc je ne fais pas partie de la promo du DU APLJ, mais peut-être que l'année prochaine, je pourrais m'inscrire, donc en fonction de l'évolution de mes projets, également des retours que je pourrais avoir par rapport à ma présentation. Après, si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, j'ai souhaité participer à cette journée proposée par la PLJ et je remercie Monsieur Alvarez de m'avoir convié à y participer. Je voudrais vous présenter effectivement mon projet de PAC ludopédagogique qui s'intitule Écologo. Alors, je suis en recherche de partenariats, de soutien, de conseils, d'appui, de propositions, échanges de toute nature qui pourraient m'aider à le réaliser. Voilà. En préambule, je voudrais aussi vous souhaiter un bon poisson d'avril, le jour s'y prête, et c'est une occasion de sacrifier à la tradition, mais on verra aussi que ce petit personnage va avoir un rôle à jouer dans notre projet. Tout d'abord, je vais faire un petit passage sur le fond de ma démarche en vous expliquant les différents axes que je poursuis, les objectifs qui vont être l'apprentissage d'une langue, qui passe par la construction et la déconstruction du sens, et ceci de manière à faire comprendre et à apprivoiser la complexité du langage et du monde. Je crois que nous en avons bien besoin en ce moment. Pour concevoir ce projet, j'ai exploré plusieurs dimensions, dont la première est la dimension multimodale. C'est tout ce qui concerne la chaîne verbale, non verbale, paraverbale, donc une chaîne avec de multiples strates qui fait également entrer en compte les processus perceptuels et sensoriels. Alors, dans cette chaîne, on va avoir des phénomènes de correspondance, de complétude ou aussi d'opposition. Cette dimension va me permettre de faire comprendre ce que je crois être important, que le mot n'est pas la chose. C'est un biais cognitif qui aurait tendance à nous faire prendre des vessies pour des lanternes, si vous me passez l'expression. Et donc voilà, c'est un des objectifs que je vais poursuivre, un des sous-objectifs que je vais également poursuivre, en complétant cela par un travail sur les opérations logiques, les opérations de symbolisation qui vont plus ou moins rejoindre des opérations mathématiques, alors sans que je veuille effrayer quiconque, parce que là, je parle de mathématiques à un niveau très basique, qui va être un niveau commun à tout un chacun. Alors oui, le monde est complexe, certainement, mais le côté un petit peu rassurant, c'est que on peut, par la connaissance, réussir peut-être à mieux appréhender cette complexité. Donc, on pourrait dire que l'incertitude aurait ses lois. De la même manière, nous allons nous pencher sur la dimension multimédia que je n'envisage pas forcément de manière numérique ou digitale. Je l'envisage surtout dans le rapport entre le réel et le virtuel, donc dans le rapport entre la réalité et le concret. Je vais préciser aussi un petit peu les outils méthodologiques que j'utilise. Je vais passer par du design thinking, de l'idéation, des mind mapping, du brainstorming. Ce sont des outils que vous connaissez bien, qui sont pratiques, assez classiques, mais qui peuvent avoir leurs limites. C'est-à-dire que, eh bien, une fois qu'on a dégagé un petit peu les cases, il faut encore remplir celles-ci et puis donner du contenu. Ce que je m'efforce de faire. Ce qui me parle beaucoup plus, ce qui me semble plus pertinent peut-être, c'est l'utilisation du design cognitif
qui va servir d'étayage au design pédagogique. Je reprends pour vous parler un petit peu de ces deux outils, une citation de Didier No, plus exactement deux citations. Donc de Didier No qui a fait paraître un article que vous pouvez trouver sur Internet, qui s'intitule L'intelligence écologique. Donc il met en évidence le fait que la cognition humaine a beaucoup de choses à apprendre, à tirer de la cognition animale et végétale, de tout le comportement de ce qui est non humain. Il met aussi en évidence le fait que des concepts, des connaissances peuvent être tirées à partir du moment où on va sortir de la seule dimension logico-verbale. Alors, donc, je vais passer rapidement sur l'opposition cerveau gauche, cerveau droit, alors qu'on a tendance un petit peu à caricaturer, à binariser également. Donc, le cerveau gauche qui se voudrait exclusivement logique et le cerveau droit qui se voudrait, lui, plutôt créatif, alors que c'est vraiment dans l'interaction entre la droite et la gauche que va se générer la connaissance et la cognition. Comme je vous le disais, la pensée linéaire va avoir tendance à faire correspondre une solution à un problème, alors que la pensée en arborescence va plutôt proposer plusieurs solutions pour un seul et même problème. Donc, à partir de tout ça, je vais faire en sorte de pouvoir répondre donc à des objectifs pédagogiques, mais pouvoir les décliner en fonction des styles et des stratégies d'apprentissage. Et cela aussi de manière à favoriser l'intelligence collective qu'on va bien entendu situer dans un contexte. Et on verra combien le contexte est important dans ce projet. Alors je vous propose ici un exemple de design thinking, de design cognitif que j'ai élaboré au cours d'une activité avec des scolaires, donc une activité qui répondait à des thématiques multiples, donc en rapport avec le territoire, le mouvement et l'altérité. Donc j'ai mis, on reconnaît ici le poisson, très stylisé, pour ne pas dire abstrait, et à partir de cette représentation, donc j'ai pu élaborer, faire comprendre ces différentes thématiques en les positionnant suivant différents paramètres. Un autre exemple de design cognitif, donc toujours le poisson. L'exemple est un petit peu plus poussé. Le poisson, à part la tête, est réduit à sa plus simple expression, puisqu'il ne reste plus que les arêtes, donc ce qui correspondrait à la structure. Ça va permettre aux concepteurs de trier, d'articuler, de hiérarchiser les éléments pédagogiques. Ça va permettre à l'utilisateur de se repérer dans la complexité dont je parlais tout à l'heure. Et cette illustration-là reprend le principe de la construction, la simplification qu'il peut y avoir à partir d'un objet vers un dessin final. Donc ici, c'est un exemple repris de travaux de Picasso. On voit l'évolution, la déconstruction plus exactement de l'objet qui va aboutir à quelques traits au final très signifiants. Donc cette image, je vous la montre pour vous faire comprendre que le monde des idées est réellement en parallèle avec le monde des signes et que ce parallèle va être aussi à la base du travail. Je reviens maintenant donc sur le contexte. Je reviens à mon petit poisson toujours, mais ici on va le trouver donc dans un environnement artificiel. Alors, en premier lieu dans son aquarium, dans un aquarium qui est situé là à gauche dans un salon.
Et dans le même aquarium, on va les trouver dans un milieu dit plus naturel, mais ici avec un hiatus, donc entre le côté artificiel de l'aquarium et le côté naturel de la rivière. Donc là encore, on peut faire un parallèle entre le milieu, l'environnement et le contexte sémiotique. C'est-à-dire que c'est le contexte qui va donner le sens. Donc dans le cadre de la polysémie, on va effectivement retrouver ces principes. À ce stade-là, je voudrais citer les travaux de Gregory Bateson qui en 1972 a fait paraître un ouvrage en 2 tomes intitulé Vers une écologie de l'esprit. Alors lui, il voyait bien au-delà de l'écologie au sens très matériel et palpable. Il voyait ça au niveau cognitif. Je vous invite à découvrir cet ouvrage. C'est lui qui a un petit peu fondé toute cette approche de du rôle du contexte sur la signification et sur la communication. C'est lui qui est à l'origine de tout ce qui concerne l'approche appelée communication non verbale qui s'est développée au sein de l'école de Palo Alto en Californie. Oui, le contexte, c'est ce qui va nous permettre de retomber sur nos pattes à ce stade, parce que je n'ai pas encore explicité le titre que j'ai donné à ce projet. Donc on a écologo avec les racines latines, hein, renvoyant d'un côté à la maison, éco, et au discours, logo. Ici, j'ai fait 2 clins d'œil à Hansel et Gretel avec leur maison en pain d'épices et aussi au monde de la bande dessinée. Et c'est Hansel et Gretel qui vont maintenant nous permettre de faire la transition. Parce que je vais maintenant en venir au jeu à proprement parler. Donc le jeu exige des supports. Pour ma part, j'ai choisi un conte philosophique qui est inspiré d'œuvres visuelles. Alors, ici, on va avoir à ce stade le côté blablabla, ici que j'ai remplacé par vlavlavla pour insister sur cette dimension logique ou verbale dont parlait tout à l'heure Didier No. Un conte philosophique inspiré d'œuvres visuelles. Alors, des œuvres que j'ai pu créer, donc en parallèle avec mes activités de conceptrice pédagogique, j'ai aussi une activité de plasticienne qui m'amène à créer des œuvres autour d'objets recyclés. Donc ma base de travail est réellement l'objet, un petit peu comme on part de l'objet pour aller vers le signe. Ici, on va partir de l'objet pour aller vers l'œuvre, en reconsidérant cet objet, donc en le détournant, en le sortant de sa signification première et de sa fonction première. Alors, mes œuvres peuvent se décliner sous différentes formes. Ce peuvent être des mobiles, des sculptures ou des bas-reliefs. Mais actuellement, je travaille beaucoup sur les bas-reliefs et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la relation entre la 2D et la 3D. Ce passage donc de la chose à l'image ou inversement de l'image à la chose. Donc, on va avoir des œuvres qui peuvent se présenter en contexte d'exposition artistique. Alors ici, c'est un exemple d'une exposition que j'ai pu réaliser il y a quelques années déjà, une sorte d'aquarium. Voilà, donc alors ça peut être donc la base d'activités ludopédagogiques qui après vont pouvoir se décliner différemment sur la partie pédagogique à proprement parler. Pour ne pas trop insister sur mon propre travail, là je vous mets une image concernant une mise en situation dans une classe. On voit ici on a une situation hors échelle, hein, mais qui fait appel à la dimension concrète. Donc là l'enfant est immergé dans l'environnement, dans le contexte qu'on lui propose. Alors on va retrouver ces principes dans les travaux réalisés par l'association Les Doigts qui rêvent. J'aime beaucoup ce que j'ai pu en voir sur Internet ou dans les médiathèques.
Donc ici, on retrouve cet aspect, donc ce passage de cette espèce d'amoindrissement, de réduction, hein, mais qui va pouvoir laisser de l'espace pour être d'autant plus parlant. Je reviens sur mon jeu. Donc ici, donc l'œuvre devient une image. Ce peuvent être des tableaux animés qui deviennent des choses virtuelles. Je vous mets une petite vidéo là pour vous montrer le potentiel de cet axe de travail. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît, mais au-delà des aspects cosmétiques ou technologiques qu'on prétend innovants, hein, ce qui m'intéresse, c'est réellement, et j'insiste ici, un travail sur le fond, sur la compréhension des phénomènes et comment, à partir de cette compréhension, à partir de cette description des aspects cognitifs, on va pouvoir après, après coup, passer à la dimension pédagogique. Donc, je vais explorer une typologie des jeux et des activités nécessaires pour atteindre tous ces objectifs hein, en termes de maîtrise des langages. Je reviens sur le puzzle là qui me sert de fil conducteur pour le pack pédagogique. Ici, on va avoir un puzzle concret ou virtuel qui va pouvoir être guidé donc par le visuel, c'est-à-dire que bon, on part de pièces, d'éléments visuels qu'il faut réassocier en fonction d'une certaine logique, mais qui reste visuelle. On peut élargir ce travail en passant par le cognitif, c'est-à-dire en ajoutant des questions ou des indices. Alors ici, on peut avoir des questions, des indices. Les indices vont être visuels ou verbaux. Si je propose des activités sur les opérations cognitives, on va avoir d'autres manipulations, alors qui vont plus concerner des opérations logiques, des opérations cognitives, qui peuvent être l'observation, la mise en relation, la manipulation, le tri, la sélection, la description, l'analyse et des choses plus générales qui ramènent encore une fois au niveau sémiotique ou au niveau multimodal. Alors, je reviens maintenant un petit peu au compte, l'autre fil conducteur de mes propositions. Donc, on va trouver également des activités autour de la communication. Dans la réalité scientifique, on a appris que les arbres communiquaient entre eux, et ceci d'un bout à l'autre de la forêt. Dans la réalité personnelle, on s'aperçoit que certaines personnes peuvent parler aux arbres. Alors ça semble un petit peu fou, mais c'est comme ça. On peut imaginer qu'il y a un dialogue qui s'établit et bon, on n'est pas forcément à même d'en juger. Mais dans un conte, quoi qu'il en soit, tout est permis. Et la fiction anticipe parfois la réalité ou ce qu'on en connaît. Donc on va pouvoir avoir des dialogues entre des humains, des animaux, des plantes, des objets. Tout est possible. Alors j'espère avoir bouclé la boucle, ou en tout cas sur les grandes lignes. Maintenant, je voudrais évoquer également les liens que je compte faire vers d'autres ressources documentaires ou ludopédagogiques. Hein. Il y en a une foultitude et ça me permettrait d'étendre ma démarche pour parvenir à faire bénéficier un plus grand nombre possible. Je vous laisse prendre connaissance d'un petit texte que j'ai extrait d'un album jeunesse écrit par Cyril Dion et Sébastien Mourin. Cet album s'appelle Vous êtes des animaux comme les autres. Ça reprend un petit peu ce qu'on a dit par rapport au design cognitif. Je suis venu dans ton rêve pour t'appeler à l'aide. Nous sommes des millions à être venus dans les rêves de millions d'enfants. Nous avons besoin de vous et vous aussi avez besoin de nous. Mais vous ne le savez pas encore.
Alors, c'est une girafe qui parle à des enfants. Voilà. Un dialogue rendu possible par la magie du conte et la magie de la fiction. Donc, d'autres ressources possibles, hein, et peut-être vous-même aurez des propositions à me faire. Alors, à ce sujet, donc, je vais préciser maintenant tout ce qui concerne mes besoins en termes de partenariat. J'aurai des besoins en infographie pour la mise en forme finale. J'aimerais aussi que vous des gens qui m'aident à réfléchir sur la pertinence qu'il y a à faire une adaptation numérique ou à maintenir le projet sur un plan analogique, donc réel. Alors ça pourrait être utile d'avoir une étude sur les rapports des coûts-bénéfices, hein, sur ce qui concerne l'empreinte carbone. Ça ferait également un objectif pédagogique à ajouter. J'ai également des besoins sur le plan financier, bien évidemment, donc qui peut passer déjà de priorité par une aide au développement. Bon, je peux avoir besoin aussi d'un regard extérieur sur la scénarisation et les contenus. Des besoins qui concernent la formation aux outils actuels et à venir. Des besoins relatifs aux tests et aux évaluations du jeu. Et je souhaite également pouvoir intégrer un réseau compétent, convaincu et enthousiaste. Voilà. Alors, en conclusion, je voulais vous re-souhaiter un joyeux poisson d'avril et souhaiter que les émotions positives soient au rendez-vous, parce qu'on en a peut-être tous besoin. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'espère que j'aurai des retours. Bonne journée. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette intervention. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, je n'ai pas eu le temps de consulter, du coup. Alors, au niveau du chat, pour l'instant, donc il n'y en a pas. Moi, j'ai une première question sur... vous avez parlé du rapport au tout début entre présentiel et virtuel. Mhm. Et je voudrais savoir comment, vous, dans votre travail, vous voyez un peu l'articulation entre les deux, que vous avez évoqué le design cognitif. Donc, en fait, enfin, à votre avis, qu'est-ce qu'impliquent les deux modalités sur les questions de design? Est-ce que vous avez ressenti qu'il y a des choses qu'on ne peut pas médier à travers le virtuel, par exemple? Euh, Bon, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se font sur le plan des jeux virtuels, des jeux numériques. Maintenant, voilà, hein, on a toujours un petit peu tendance à aller d'un extrême à l'autre. Je pense important de, de rester quand même sur quelque chose qui concerne le sensoriel, l'appropriation sensorimotrice. Surtout bon, que moi je vise des publics plutôt au départ des publics d'enfants, bon, plutôt dans le cadre du primaire, dans le cadre de l'apprentissage de la lecture. Maintenant, ça ne limite pas mes ambitions à vouloir aussi concerner d'autres publics plus âgés et aussi développer toute la partie des relations intergénérationnelles. Donc, je ne sais pas si je comprends très bien votre question parce que moi, l'opposition que je fais, c'est là, entre le réel et le virtuel, pas forcément entre le présentiel et le virtuel. Du coup, je me positionne pas forcément dans un cadre de classe ou d'apprentissage en ligne. Là, on est un petit peu hors de ces contextes pour le moment. Je cherche surtout à développer donc un prototype. Et puis, justement, en fonction des résultats des tests et des évaluations, savoir qu'est-ce qui sera le plus pertinent et dans quel cadre ça peut mieux fonctionner. Également, je m'intéresse beaucoup à le faire, à le faire utiliser par des publics dits en situation de handicap. Hein, donc, je parlais de l'association Les Doigts qui rêvent, qui concerne comment on dit, malvoyants.
je pense aussi que le rapport à l'objet, ça peut éveiller des choses chez des personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Donc voilà, là, je suis vraiment à la phase d'exploration. Et je vous entends pas, là, il y a quelqu'un qui parle, vous parlez, pardon, mais... En fait, je voulais juste vous relier là une question de Valérie qui dit que quel public souhaitez-vous tester, avec quel public souhaitez-vous tester votre prototype? Est-ce que c'est peut-être déjà fait? Non, non, là, j'en suis vraiment au début, au début de la diffusion du projet. Et donc, quel public? Alors, de multiples publics, justement, à voir dans quelle mesure ça peut s'adapter donc, ou à des enfants en situation d'apprentissage de la lecture, comme j'ai pu le dire, mais aussi à des adolescents qui pourraient avoir justement besoin d'un retour sur cet apprentissage parce que cet apprentissage s'est mal passé, ou même on peut trouver ça chez des jeunes adultes ou plus tard dans l'existence. Alors, il nous reste 2 petites minutes avant de passer la parole donc, pour la suite. Et, il y a quelqu'un dans le chat qui dit ne pas avoir bien compris le concept du jeu. Est-ce qu'en 2, 3 mots, vous pouvez nous réexpliquer juste le principe? Alors oui, le principe, donc j'appelle ça un pack d'activités ludopédagogiques. Donc ça pourrait être différentes formes, c'est-à-dire que ça peut devenir des cahiers d'activités ou ça peut devenir une méthode d'apprentissage. Donc ça, c'est ce que je vous disais en fonction des résultats des tests et des évaluations. Maintenant, voilà, l'articulation du jeu, c'est autour d'un conte, d'un côté, la dimension verbale, et d'un autre côté, la dimension visuelle. Donc, le conte étant alimenté par les tableaux et inversement. Et dans ce jeu, pouvoir construire toute la partie pédagogique. Je ne sais pas si c'est très clair. Je pense que ça clarifie déjà. Est-ce que vous pouvez, vu que je vais tout de suite passer la parole à mon collègue Christophe, donc laisser éventuellement vos coordonnées au niveau du chat pour Oui, que parfaitement. donc, les personnes ressources éventuelles puissent prendre contact avec vous. Très bien. Eh bien, Voilà. je vous remercie encore. Merci beaucoup pour votre intervention. Bonne continuation. Merci.